C'était la fin octobre 2013, un jour froid et gris dans le sud de Londres. Un McDonald's quelconque, de ceux avec des tables en plastique brillant, une odeur de hamburger et des enfants courant dans tous les sens. Une petite fille de 6 ans est entrée par la porte, main dans la main avec sa mère. Elle a vu ses grands-parents assis au fond, près de la fenêtre, Neil et Linda Gray. Tous les deux ont affiché un immense sourire dès qu'ils ont vu leur petite fille. Cela faisait des semaines qu'ils ne s'étaient pas vus, de longues semaines. La fillette, Ellie, a lâché la main de sa mère et a couru vers ses grands-parents. Elle a sauté sur les genoux de sa grand-mère. Linda a serré fort sa petite fille, respirant ses cheveux pour garder cette odeur en mémoire. Neil a embrassé sa petite fille sur le front et a sorti d'un sac plein de friandises, ces petites douceurs que les grands-parents adorent offrir à leurs petits-enfants. Ils ont ri, discuté, Ellie a raconté des choses sur l'école, elle a montré un dessin qu'elle avait fait. Les grands-parents écoutaient tout avec la plus grande attention, comme si chaque mot était la chose la plus importante du monde. La mère de l'enfant, Jenny, est restée debout à côté, les bras croisés, regardant de temps en temps sa montre. La conversation n'a pas duré longtemps, environ 20 minutes. Soudain, Jenny a dit à haute voix « Nous devons y aller ». Ellie a quitté doucement les genoux de sa grand-mère, a serré les deux dans ses bras, puis a salué en souriant en sortant. Neil et Linda lui ont répondu « On t'aime, ma chérie ». Ellie s'est alors retournée une dernière fois, a fait un signe de la main et a disparu avec sa mère. Ce fut la dernière fois que Neil et Linda ont vu leur petite fille. Des mois plus tard, tout ce qui s'était passé derrière cette rencontre serait reconstitué en détail par l'enquête d'une affaire criminelle. Parce que c'était le début d'une affaire qui allait révolter le monde. Marcos Campos, bienvenue à tous, de nouveaux épisodes chaque semaine ici. Abonnez-vous déjà, vérifiez la cloche, devenez membre si vous le pouvez, et laissez un like et un commentaire. C'est bon, les messages sont passés, passons aux faits. Musique ? Tout a commencé en mars 2006, lors d'une fête d'anniversaire simple à Sutton, à Londres. La fête, en fait, du frère de Jeanne, Gray. Jeanne était là, très enthousiaste, riant avec ses amis. C'est alors que, soudain, son regard a croisé celui d'un jeune homme appelé Ben Butler. Il était l'ami de quelqu'un qui était là, il était appuyé contre le mur, en train de boire une bière tranquillement. À la fête, ils ont commencé à discuter, ils ont beaucoup ri, ils ont échangé leur numéro de téléphone, et après cette nuit-là, ils ont continué à se voir. Rien de très officiel, pas vraiment une relation, juste des rencontres occasionnelles. Ben semblait très intéressé par elle, attentionné. Du moins, c'est ce que Jeanne racontait à ses amis. Mais ceux qui connaissaient Ben avant ce moment-là savaient que sa vie n'était pas vraiment extraordinaire. C'était assez simple, je pourrais dire. Il était au chômage depuis pas mal de temps à l'époque et il avait un passé qui jouait beaucoup contre lui. Quelques vols, intimidation de témoins, un crime d'ailleurs pour lequel il a purgé 3 ans de prison. Mais ce n'est pas tout. Il avait aussi une condamnation pour agression contre une ex-petite amie, qui aurait été enceinte au moment où cela s'est produit. Eh bien, des choses vraiment graves, pas trop lourdes, mais au début, Jeanne ne semblait pas s'en soucier tant que ça. Ou minimiser, essayer d'arranger les choses. Pourtant, quand ils se sont rapprochés, Benoît donnait l'impression de vouloir peut-être changer quelque chose, de vouloir quelque chose de différent. Il semblait vouloir être prêt, en fait, à essayer quelque chose de nouveau. Ou bien était-ce juste une stratégie? Personne ne le saura jamais. Ce que je sais, c'est que 8 semaines après cette première rencontre, Jeanne a découvert qu'elle était enceinte. Elle n'a pas hésité, elle voulait être mère, elle voulait cet enfant. Alors, le 30 décembre 2006, la petite Ellie Mae Butler est venue au monde. Une petite fille aux grands yeux, magnifique, aux longs cheveux qui a rempli la maison de pleurs mais aussi de rire. Pendant les premiers mois, Ellie vivait avec sa mère dans un appartement simple, une chambre là-bas à Sutton, en Angleterre. Ben ne vivait pas avec sa femme et sa fille, mais il passait souvent là-bas. Tous les jours, il venait apporter quelques affaires et tout ça. Et Jeanne partageait sa routine entre s'occuper du bébé et devoir travailler. Elle avait une formation en design graphique, un domaine dans lequel elle travaillait professionnellement, mais au fond d'elle, elle avait aussi le désir de devenir actrice. Elle a même fait de petites apparitions dans des émissions au Royaume-Uni et tout ça. Et avec le temps, ses opportunités ont fini par diminuer, et le travail comme designer est devenu son principal objectif, n'est-ce pas? Que devait-elle faire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille? Et ceux qui se sont vraiment impliqués dans la naissance d'Ellie, ce sont ses grands-parents maternels, Neil et la belle Gray.
ceux qui étaient là au McDonald's. Au début de l'épisode, Ellie était la première petite fille du couple. Ils ont fait partie de la routine dès le début. Pendant les premières semaines, la vie suivait son cours comme prévu pour une famille avec un nouveau-né. Jusqu'à ce que, quand Ellie avait environ 6 semaines, elle a dû être emmenée à l'hôpital et les médecins, en commençant à la prendre en charge, ont identifié quelque chose de très grave. Elle avait une hémorragie cérébrale, des saignements oculaires et des lésions à la tête. Selon les spécialistes, ce type de blessure se produit lorsqu'un bébé est soumis à une force très intense. Comme dans les cas où l'on secoue un enfant, vous connaissez le syndrome du bébé secoué. Je ne sais pas si c'était ça, mais on pouvait comprendre que c'était l'hôpital qui a donc appelé la police. Face à cela, n'est-ce pas, à cette agression évidente et possible, quand les enquêteurs ont cherché à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, ils ont relevé un élément objectif pour l'affaire. Au moment où Ellie s'est sentie mal, disons, elle était sous la garde de son père, Ben Butler. Ben a raconté, n'est-ce pas? Interrogé, il a dit avoir remarqué que sa fille était soudainement devenue pâle et sans réaction, presque inanimée. Il a déclaré qu'elle allait très bien peu avant, qu'elle jouait et a nié tout acte envers la petite. Il a assuré que tout était sûrement accidentel et qu'il ne s'en était pas aperçu. Et au cours de cette enquête, il est également apparu que ce n'était pas la première fois qu'Ellie avait été emmenée à l'hôpital, en urgence. Parce qu'environ une semaine avant cela, elle avait déjà été admise aux urgences avec quelques brûlures sur les petits doigts sur le front. Et ce jour-là, c'était aussi Ben qui s'occupait d'elle. Il a expliqué au médecin à ce moment-là. C'est là qu'il a placé le bébé près d'un radiateur, qu'il était en train de manipuler et que peut-être la température à cet endroit-là, peut-être que l'enfant a touché accidentellement, ce qui expliquerait les brûlures. Le médecin a accepté cette version au début, une semaine avant, et cela en est resté là. Une notification et la vie continue. Mais maintenant, avec les 2 épisodes considérés comme graves en si peu de temps, la situation était déjà vue d'un autre œil. Ben Butler a ensuite été arrêté sous suspicion. Il est soupçonné d'avoir maltraité l'enfant, causé des blessures graves à sa propre fille. Ellie a été retirée de ses parents, puis placée sous la garde du système d'accueil. Jenny, sa mère, a été profondément bouleversée par cette séparation. C'est bien ça, n'est-ce pas? Les grands-parents, bien sûr, Neil et Linda, ont également commencé à rendre visite à leur petite fille, aussi souvent que possible, dans le respect des règles établies pour cette situation. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait et des décisions commençaient à être prises concernant l'endroit et avec qui cette petite fille devait vivre. Ce qui avait débuté comme une relation récente, suivie par la naissance d'une fille. Maintenant, cela se transformait en un long conflit, un conflit qui déciderait qui, en fait, serait la meilleure personne pour s'occuper d'Ellie. Après avoir quitté la maison de ses parents, Ellie a vécu sous la garde du système d'accueil, comme nous l'avons vu. Pour Jenny, ce fut un choc. Pendant ce temps, l'enquête reliait ses points. Là-bas, les médecins étaient d'avis que les blessures n'étaient pas accidentelles. La police réunissait rapports et témoignages reconstituant les faits. Ben Butler a été accusé puis condamné pour blessures graves sur sa fille. Et sa peine pour cela a été de 18 mois de prison. Ben n'a jamais présenté d'excuses. Pourtant, soit depuis le début, il a soutenu qu'il n'avait rien fait à Ellie. Il disait être victime d'une injustice. Là-bas, il affirmait qu'il s'agissait d'un accident. Bref, Jenny, sa femme, est restée à ses côtés. Même après la condamnation, elle disait qu'elle ne croyait pas que Ben puisse être capable de faire du mal à sa propre fille. Pour elle, tout cela n'avait aucun sens, et sa position a eu une conséquence directe sur l'affaire, car elle avait décidé de soutenir Ben. Jenny n'a pas réussi à récupérer la garde d'Ellie, et face à cela, les services sociaux ont pris une autre décision. Ellie quitterait le système d'accueil et irait vivre chez ses grands-parents maternels, Neil et la belle Gray. Pour le couple, cela signifiait tout recommencer à zéro, n'est-ce pas? Ils avaient déjà la soixantaine, tous leurs enfants étaient adultes, y compris Jenny, et maintenant ils devaient s'occuper d'une enfant, d'un bébé. Malgré tout, ils ont accueilli la petite fille avec beaucoup d'amour. L'adaptation n'a pas été simple, mais elle a eu lieu. Petite précision, les amis. Jenny n'a probablement pas pu obtenir la garde parce qu'elle était impliquée avec son mari, son compagnon. Donc l'enquête devait relier tous les points pour savoir ce qui allait se passer. N'est-ce pas? Donc c'était un moment de précaution, je dirais. Bon, avec le temps qui passait. Donc chez ses grands-parents, Ellie a grandi, établi sa routine, commencé l'école et vivait chaque jour avec eux, n'est-ce pas? Et les évaluations faites par les autorités indiquaient qu'elle était très bien prise en charge. En août 2018, donc, quand Ellie avait environ 1 an et 8 mois, le tribunal de la famille a pris une décision importante.
Neil et Linda recevraient la garde spéciale de leur petite fille. Ils ne seraient plus les principaux responsables là-bas. Tant qu'il se passait quelque chose, Ellie serait prise en charge par eux. Mais à long terme, ce n'était plus une solution temporaire. Pour Neil et Linda, ce fut un soulagement. Ils ont commencé à organiser leur vie en pensant à l'avenir de leur petite fille, à l'école, à la santé, à la routine. Maintenant, ils faisaient partie de tout cela. Pendant ce temps, Ben purgeait sa peine. En octobre 2009, il a quitté la prison avant la fin de sa peine totale de 18 mois parce qu'il a obtenu une libération conditionnelle là-bas. Peu après sa sortie, Ben a annoncé qu'il ferait appel de sa condamnation. Il voulait laver son nom, dire qu'il avait été victime d'une injustice, effacer tout son casier judiciaire. Et Jeanne est restée à ses côtés. Elle aidait son mari. Si c'est ce que tu veux, on y va. Je suis avec toi, mon amour. Elle s'est donc mise à écrire des lettres aux autorités, à la presse, à toute personne qui pourrait écouter ce qu'ils avaient à raconter. Elle disait qu'il était innocent, qu'il était un bon père, que l'affaire était une pure injustice. Et ce recours a finalement été accepté, et en juin 2010, la condamnation de Ben Butler a été annulée. La loi considérait donc qu'il n'était plus responsable des blessures d'Ellie bébé. Avec cela, le scénario a complètement changé. Ben et Jane ont alors eu le droit de rendre visite à leur fille sous supervision. Les visites étaient programmées avec des jours et des horaires définis et devaient en suivre des règles spécifiques. En pratique, selon les grands-parents, ces visites se déroulaient de manière irrégulière. Il y avait des semaines même où Ben et Jane ne se présentaient même pas. D'autres fois, ils voulaient voir Ellie à des horaires non prévus. Tu sais, c'était comme ça. Ils appelaient à n'importe quelle heure et disaient « Je vais passer jeter un coup d'œil ». Même ainsi, Ben n'était pas satisfait. Il en voulait plus. Il voulait la garde exclusive de sa fille. Il voulait prouver qu'il pouvait s'occuper d'elle. Il voulait tourner la page, effacer définitivement le passé. Et c'est à ce moment-là que le conflit a commencé à prendre une autre tournure, une autre ampleur. Après que la condamnation de Butler a été annulée, il a fait de la garde d'Ellie son objectif de vie. Maintenant, d'un point de vue légal, il n'avait plus de condamnation. Alors, Ben et Jane ont commencé à dire, de façon plus ouverte, qu'ils voulaient récupérer Ellie chez eux à plein temps. Ils voulaient que la petite fille vive avec eux, pas seulement lui rendre visite pour soutenir leurs demandes. Alors, tous les deux ont commencé à s'exposer davantage. Ils ont contacté la presse, donné des interviews et présenté leur point de vue sur l'histoire. Ils parlaient d'une erreur du passé, d'une injustice qui avait été corrigée, d'un père voulant exercer son droit d'élever sa fille. Jane a commencé à enregistrer leur rencontre avec Ellie. Elle enregistrait des vidéos pendant les visites, Ellie en train de jouer, de rire, de jouer au ballon, au flipper, elle jouait avec son père. Ce matériel a alors été utilisé comme preuve de la bonne relation entre eux. Lui et Jane ont aussi commencé à remettre en question les soins des grands-parents. Là, c'est vraiment abusé, non? Ils ont dit que Neil et Linda ne nourrissaient pas Ellie correctement, tu sais, qu'ils ne choisissaient pas bien les vêtements de la petite, qu'ils ne lui offraient pas assez d'expérience. Ils sont même allés jusqu'à insinuer qu'ils n'étaient pas de bons gardiens, que Ellie n'était pas bien prise en charge, ont-ils affirmé. Là-bas, la question de l'âge des deux, bien sûr, Neil et Linda étaient dévastés. Ils ont tout nié. Ils disaient qu'Ellie était très bien traitée, qu'elle allait à l'école, qu'elle avait une routine, un suivi médical, une vie stable. Ils disaient aussi craindre que leur petite fille retourne vivre chez ses parents. Regardez bien, les gars, comment les détails de cette affaire se referment sous nos yeux. Face à tout cela, l'affaire a donc fini devant un tribunal. Pour les grands-parents, c'est devenu un combat inégal, vraiment injuste. Ben et Jeanne avaient accès à une aide juridique pour couvrir tous les frais du procès. Dieu sait comment, mais ils avaient déjà Neil et Linda. Non, ils ont dû renoncer à beaucoup de choses, à leurs économies, pour pouvoir donner tout ce dont leur petite fille avait besoin. Alors ils ont utilisé leurs économies, comme je l'ai dit, pour payer des avocats, des rapports, des évaluations. Les gars, moi, c'était l'argent de leur retraite. Désormais, tout était dédié à leur petite fille. Un autre détail intervient aussi dans cette affaire. Maintenant, d'accord, ouvrons une parenthèse ici, mais c'est important que vous le sachiez, parce que pendant que Ben était en prison, Jane lui rendait visite et ils ont fini par avoir un autre enfant. Et pour une raison qui n'a pas été expliquée dans les sources, peut-être à cause du secret de l'instruction, etc. Cet enfant aurait également été retiré à ses parents, et Ben et Jane voulaient aussi récupérer la garde de ce deuxième enfant. Le litige, donc, ne concernait pas seulement Ellie. Ce n'est pas le cas. Le temps a passé, la situation a traîné pendant des années. Toute cette histoire, Ellie grandissait là-bas chez ses grands-parents, créant de plus en plus de liens. Et en octobre 2012 déjà, une nouvelle audience a été fixée concernant l'affaire. Ce serait l'audience qui déciderait de l'avenir d'Ellie. Elle était à quelques semaines de fêter ses 6 ans et à ce moment-là,
Neil et Linda étaient épuisés. Financièrement, ils avaient déjà dépensé plus de 80 000 livres en honoraires d'avocat. N'ayant plus les moyens de payer un avocat, ils ont assisté à l'audience sans représentation légale. Ben et Jeanne, eux, avaient leur avocat sur place. À la fin de l'audience, une juge est venue et a parlé. Ainsi, la garde spéciale des grands-parents est révoquée. Ellie devait retourner vivre avec ses parents. Pour Neil et Linda, cela a été dévastateur. Ellie avait passé pratiquement toute sa vie avec eux, c'était tout ce qu'elle connaissait. Toute sa structure familiale était là. Même ainsi, la décision était prise. Et qui pourrait aller contre son honneur? Peu après l'audience, Ben et Jane ont participé à une émission télévisée au Royaume-Uni. Ils ont raconté leur bataille judiciaire et exprimé leur joie d'avoir retrouvé leur fille. Le 9 novembre 2012, Ellie est retournée vivre avec ses parents. Leur petit frère, vous vous souvenez de celui dont j'ai parlé entre parenthèses, eh bien lui aussi est revenu. Donc la dispute était terminée. Mais l'histoire ne l'était pas. Quand Ellie est retournée vivre avec ses parents, elle n'avait pas encore 6 ans, n'est-ce pas? Pour elle, ce changement n'était pas seulement un déménagement, c'était quitter la maison où elle avait passé toute sa vie. Ben et Jane ont également récupéré la garde de leur deuxième enfant, c'est-à-dire que la famille était enfin réunie. Il n'y avait pas de restrictions affectives imposées par le tribunal. Il n'y avait pas de suivi constant, c'était juste la famille. Entre 4 murs, sur des photos, vidéos et enregistrements du quotidien, Ellie jouait, souriait, participait à des activités avec ses parents. Ce matériel continuait d'être exploité, n'est-ce pas? Pour prouver qu'ils étaient d'excellentes personnes, qu'Ellie était très heureuse, l'autre enfant aussi. Tout allait bien. Bien qu'elle vive chez ses parents, Ellie voyait encore ses grands-parents. Pas aussi souvent que Neil et Linda l'auraient souhaité, mais ils se voyaient encore de temps en temps. Toujours, bien sûr, selon l'autorisation des parents. Au fil des mois, donc, ce contact est devenu de plus en plus rare. Et le 27 octobre 2013, un an après qu'Ellie soit retournée vivre chez ses parents, Neil et Linda ont décidé de se retrouver dans un McDonald's, là, à Sutton. Ils n'avaient pas vu leur petite fille depuis 6 semaines. Ils avaient apporté plein de friandises, des petits gâteaux, bref, des cochonneries, des sucreries pour enfants, mais bien sûr, le plus important était de revoir leur petite fille. Puis Ellie est arrivée accompagnée de sa mère. Ils ont passé un super bon moment ensemble, mais ça n'a duré que peu de temps, environ 20 minutes. Après ce temps-là, Jenny a dit qu'elle devait partir. Ils se sont dit au revoir, puis ils ont dit à Ellie qu'ils l'aimaient. Elle a répondu en partant, a fait un signe de la main et a dit au revoir à ses grands-parents. C'était la dernière fois que Neil et Linda voyaient leur petite fille vivante. Le lendemain, le 28 octobre 2013 vers 14h46, Ben et Jenny ont appelé les services d'urgence. Ils ont dit que leur fille ne respirait plus, qu'elle était devenue bleue, qu'elle ne réagissait pas. Les secours ont été envoyés et Ellie a été transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi. À 4h01, Ellie Butler a été déclarée morte. Ellie n'avait que 6 ans. Peu après, un policier s'est rendu chez Neil et Linda Gray pour leur annoncer la nouvelle. Quand la police est arrivée là-bas, c'était comme un... C'est inimaginable. Pas étonnant que Linda savait déjà, n'est-ce pas? Quand le policier a frappé, elle a dit « C'est à propos d'Ellie, n'est-ce pas ?» La cause du décès restait inconnue, mais la police considérait déjà l'affaire comme nécessitant une enquête. Et cette décision prise des mois plus tôt au tribunal de la famille, c'est-à-dire que la fille devait retourner chez ses parents, reviendrait au centre de l'histoire et choquerait le monde. Une fois Ellie déclarée morte, la police a traité l'affaire en priorité. Une enfant de 6 ans mourant ainsi dans sa propre maison, ce n'est pas courant, n'est-ce pas? Le corps d'Ellie a été autopsié, tandis que les enquêteurs reconstituaient ses dernières heures. Ben Butler a été le premier à être interrogé. Il était à la maison au moment où Ellie s'est sentie mal. Sa version des faits était très courte, directe. Il a dit qu'Ellie était dans la chambre en train de regarder Peppa Pig et que, dans cet épisode, Peppa sautait sur le lit. Et la petite fille a voulu l'imiter. Elle aurait eu un accident, serait tombée du lit, se cognant la tête et restant inconsciente. Il a dit que tout s'est passé très vite, sans agression, c'était un accident. Mais il a oublié qu'il y avait une expertise dans l'affaire, n'est-ce pas? Le pathologiste responsable de l'autopsie a trouvé des lésions extrêmement graves au crâne et au cerveau d'Ellie.
La moitié du crâne, pour vous donner une idée, était écrasée. Les spécialistes affirment que ces lésions n'étaient pas dues à une chute du lit. Un médecin a comparé leur gravité à celle d'un accident de voiture. Un autre a souligné que le schéma indiquait au moins 2 impacts violents à la tête, causés par un objet lourd avec une force contondante. Il est devenu clair qu'Ellie avait été battue, assassinée. De plus, l'autopsie a révélé une autre information importante. Au moment où les ambulanciers sont arrivés à la maison, Ellie était déjà morte depuis au moins 2 heures. Cela changeait complètement la situation. Ce n'est pas comme si la chute avait vraiment été accidentelle. Pourquoi dans ce récit a-t-il appelé les secours seulement après 2 heures? Les enquêteurs ont alors examiné ce qui s'était passé avant l'appel. Ils ont découvert que Jane Grey travaillait ce jour-là à midi. Il l'a alors appelé pour lui dire de rentrer. Les caméras de sécurité ont filmé Jane quittant son travail. Pressée, courant dans la rue, appelant un taxi, ce chauffeur l'a ramenée chez elle et a raconté. Il a également été interrogé et a déclaré que Jane lui avait dit que sa fille était très malade et qu'elle devait vite rentrer. Et il a dit que pendant le trajet, le téléphone a sonné. Et selon lui, il semblait que c'était son mari, Ben, et il aurait entendu. Você fez o quê? Et puis Jane est arrivée à la maison peu de temps après cela. La police pense que quand elle est entrée dans la maison, Ellie était déjà morte. À partir de ce moment-là, les enquêteurs ont compris que Ben et Jane ont commencé à essayer de couvrir ce qui s'était passé. Autrement dit, elle est devenue une complice. Il a été identifié que des vêtements ensanglantés ont été mis à laver, parmi eux les vêtements de Ben et aussi quelques pièces de Jane. Ben est sorti de la maison donc pour promener le chien. Et pendant ce trajet-là, il aurait aussi jeté des pages du journal intime de Jane, où elle décrivait des épisodes de violence à la maison, des abus qu'elle subissait. Plus tard, la police a retrouvé ces pages dont il s'était débarrassé. Et ce n'est qu'après cela, vers 2h46 comme je l'ai dit, que Ben et Jane ont appelé le service d'urgence. Lors de l'appel, ils ont suivi les instructions de l'opératrice et tenté une réanimation, mais savaient que cela ne servirait à rien car la fille était déjà sans vie. Les gars, tout ce qu'ils ont dit aux interrogatoires, la police avait déjà des éléments concordants. Leur histoire fantaisiste n'a convaincu personne, tu vois. Les données de l'autopsie, l'intervalle de temps, les témoignages du chauffeur, les images des caméras, les antécédents récents, et même pas si récents que ça, n'est-ce pas? La police a commencé à travailler avec une conclusion claire sur ce qui s'était passé là-bas dans la maison. Ben Butler a été arrêté pour meurtre présumé et Jane Grey emmenée pour interrogatoire. Et à partir de là, l'affaire cessait d'être simplement une mort suspecte pour être traitée comme un homicide cruel, brutal et lâche. Après l'arrestation de Ben Butler, les enquêteurs ont approfondi ce qui avait déjà été pris en compte dès le début, n'est-ce pas? L'enquête ne portait plus seulement sur la mort d'Ellie, mais cherchait à comprendre ce qui se passait dans la maison. Ben a été interrogé plusieurs fois et a maintenu sa version. Il nie avoir agressé sa fille, affirmant que tout était un accident lié à l'histoire de Peppa. Lorsqu'il a été confronté au rapport, il a commencé à répondre à de nombreuses questions par des commentaires évasifs. Lors de l'interrogatoire, quand on lui a demandé s'il aurait pu faire cela à sa fille, Ben a répondu « Vous pensez que je serais capable de faire ça ?» Il n'a donc pas nié l'avoir fait, il a seulement dit qu'il n'en serait pas capable. Jane Grey a également été emmenée pour un interrogatoire et elle n'a pas été arrêtée à ce moment-là. Elle a été entendue dans le cadre de l'enquête, comme témoin. Pendant toute l'entrevue, Jane a continué à défendre Ben. Elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé, mais qu'elle ne croyait pas qu'il aurait le courage de faire du mal à sa fille. Elle a dit qu'elle n'avait aucune raison de penser cela. Les enquêteurs ont remarqué certains détails dans son comportement. Jane n'a jamais prononcé le nom d'Ellie pendant l'interrogatoire, selon le rapport. Elle disait comme ça « elle, la fille, est là ». Pendant l'interrogatoire, elle aurait reçu des mouchoirs en papier pour essuyer des larmes qui n'ont jamais coulé. Je pense que tu vois, ce truc de l'appeler « elle, la fille ». Je crois que la psychologie peut expliquer ça, non? Une prise de distance émotionnelle par rapport à ce qu'elle sait qui s'est passé. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Pendant que tout cela se passait, tu vois, l'interrogatoire et tout ça, la police fouillait la maison de la famille. La police a trouvé plus de journaux intimes, des notes de Jeanne là-dedans. Et là, l'affaire a commencé à devenir claire, d'accord? Parce que dans ces notes, il était évident qu'il y avait un contrôle psychologique. Elle disait ceci, dans certains passages, « Eh bien, il est au-dessus de tout. » Elle lui demandait aussi d'arrêter d'être agressif, haineux et violent. À un autre moment, elle disait qu'elle sentait qu'il la détestait et que cela la blessait profondément. Une analyse des téléphones portables a également fourni des informations dans cette enquête. Les messages du couple révélaient une relation très déséquilibrée.
Jeanne envoyait des textos disant qu'elle l'aimait, craignait de le perdre et était obsédée par lui. Dans un message, elle a écrit qu'elle mourrait pour lui. Mais la réponse de Ben était tout le contraire. Il l'insultait, l'humiliait, la traitait de laide, de garce, lui ordonnait de se taire. Le ton était agressif, constant. C'était vraiment un homme contrôlant. L'historique de recherche Internet de Jeanne a aussi été analysé. Elle avait recherché des termes comme sort professionnel, le faire m'aimer à nouveau, sort urgent pour qu'il regrette de m'avoir blessé, et des phrases sur la vie avec un partenaire violent. Mec, c'est vraiment choquant, non? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne pour mettre un type pareil en premier? Non? Devant sa petite fille de 6 ans sans défense, qui pourrait être la victime d'un salaud pareil, tu ne trouves pas? Pour les enquêteurs, il était maintenant clair que Jeanne vivait sous un contrôle absolu. Une autre information est apparue avec l'autopsie détaillée d'Élise. En plus des blessures mortelles, les experts ont identifié une fracture à l'épaule qu'elle avait subie environ 1 mois avant de mourir. Cette fracture n'avait pas été soignée. Élise n'est pas allée à l'hôpital et a supporté la douleur sans soin jusqu'à ce qu'elle disparaisse. C'est naturel, non? Les os des enfants? Avec l'avancée de l'enquête, regarde quelle cruauté, mec. La police a conclu que Ben avait agressé sa fille lors d'une crise de colère et que Jeanne, en rentrant à la maison et en trouvant l'enfant morte, avait aidé à dissimuler le crime. Sur cette base, les accusations ont été formalisées. Ben Butler pour meurtre et cruauté envers l'enfant, Jeanne pour cruauté. Un peu complice, non? Et aussi pour obstruction au cours de la justice. Le procès de Ben Butler et de Jeanne Gray a commencé en avril 2016. Pour Neil, le grand-père d'Ellie, il est arrivé avec un poids difficile à exprimer. D'accord, les gars? Parce que peu de temps avant le procès, sa femme, Linda, était décédée. Elle luttait contre un cancer depuis un certain temps déjà. Elle est morte là. Eh bien, à l'approche de la date du procès, Linda n'a pas pu voir la conclusion de l'affaire de sa petite fille. Neil a traversé tout le procès seul. Durant le procès, le jury a entendu rapports médicaux, témoignages, experts, relevés téléphoniques, tout ce que j'ai mentionné ici. La version présentée par Ben, selon laquelle sa fille serait tombée du lit, a été directement confrontée aux conclusions des spécialistes. Tout cela, c'était des balivernes, des histoires qui ne correspondaient pas aux faits, n'est-ce pas présenté là par les expertises. Pour Jeanne, le tribunal a examiné son rôle après la mort de sa fille, en se concentrant sur ce qu'elle savait et ses actions après son retour ce jour-là. Ce n'est pas seulement le nettoyage, les vêtements lavés ou le retard à appeler à l'aide, a-t-il affirmé. La version de l'homme a soutenu sa position. Le 21 juin 2016, le jury a donc rendu son verdict. Ben Butler a été condamné à la perpétuité pour meurtre avec cruauté envers l'enfant, avec un minimum de 23 ans avant une possible libération conditionnelle. Jane Grey a été reconnue coupable de cruauté envers l'enfant, et aussi d'entrave à la justice, n'est-ce pas? Sa peine a été de 42 mois de prison. Inutile de dire que la peine a révolté beaucoup de gens, n'est-ce pas? Pour beaucoup, c'était une bizarrerie. Neil Gray, d'ailleurs, faisait partie de ces personnes qui trouvaient cela extrêmement de mauvais goût. Il a toujours dit qu'il croyait que sa propre fille aurait dû recevoir une punition beaucoup plus sévère. Jane a purgé sa peine et a quitté la prison. Après cela, Neil a complètement coupé le contact avec sa fille, disant qu'il ne pouvait plus maintenir aucune relation. Après le procès, Neil a commencé à chercher des réponses, au-delà de la condamnation pénale. Pour lui, la mort d'Ellie n'était pas seulement le résultat des actions des parents, mais aussi d'une série de décisions institutionnelles désastreuses. N'est-ce pas? Il remettait en question l'action des services sociaux, du système de protection de l'enfance et bien sûr de la juge aux affaires familiales, du tribunal de la famille. Il rappelait que, pendant des années, lui et sa femme avaient averti que Ellie n'était pas en sécurité. En 2018, une enquête officielle a donc été menée pour évaluer si des défaillances des autorités avaient contribué à la mort d'Ellie. Je n'ai même pas besoin de le dire, devine et dis-moi en commentaire ce qui s'est passé. Conclusion, rien. Selon les preuves, il était impossible d'affirmer que les erreurs institutionnelles avaient causé directement la mort de l'enfant. Non, ce n'est pas direct, n'est-ce pas? Personne n'est allé là-bas pour tuer, mais putain, Neil était dévasté par ça. Il a toujours affirmé que si Ellie n'avait pas été rendue à ses parents, elle serait encore en vie. Que cette décision a été le point de non-retour. Neil a écrit une lettre à la juge qui a pris cette décision, hein? Dans la lettre, il a seulement demandé une reconnaissance, des excuses, un signe que les avertissements avaient été ignorés. Cette demande n'est jamais venue. Les années suivantes, Neil a évoqué publiquement l'affaire à chaque occasion. Il voulait des changements dans le système de protection des enfants. Il a également parlé de l'idée de créer une institution de soutien aux enfants victimes d'abus, comme une façon de garder la mémoire d'Ellie vivante et d'aider aussi d'autres personnes.
L'affaire d'Ellie Butler s'est conclue au tribunal mais n'a jamais vraiment pris fin. Pour ceux qui sont restés ici et qui ont vraiment aimé cet enfant, cette affaire reste un avertissement, un exemple, n'est-ce pas? Comment des décisions écrites peuvent avoir des conséquences irréversibles et dévastatrices dans la vie réelle. Et de la façon dont parfois les avertissements les plus clairs sont justement ceux qui sont ignorés. Que personne ne choisit d'écouter, car en réalité, ils ont déjà entendu, n'est-ce pas? Et quand tu entends, que tu comprends le risque et que malgré tout, tu ignores, tu décides d'aller de l'avant. La responsabilité existe aussi, ce n'est pas autrement, mais elle existe. Maintenant, en parlant directement de Ben Butler, de ce salaud, on ne peut pas adoucir les choses, n'est-ce pas? On parle de quelqu'un avec un passé de violence, d'abus, de contrôle. Un homme cruel et lâche qui savait exactement comment se présenter, quand se présenter et quoi montrer, pour donner l'impression qu'il n'était pas vraiment celui qu'il était. Au centre de tout cela, il y avait la mère d'Ellie. Manipulation, dépendance émotionnelle, peur ou tout à la fois, je l'ignore. Le fait est qu'elle a été prise dans cette dynamique, elle a choisi de rester aux côtés de cet homme, elle a choisi de le défendre, elle a choisi de soutenir sa version des faits. Le résultat de tout cela n'a pas été de la confusion, ni une simple erreur, mais la mort d'une enfant innocente de 6 ans. Tout cela est vraiment déplorable, n'est-ce pas, les amis? Comment un système qui a probablement déjà vu cela se produire à de nombreuses reprises peut-il répéter la même erreur? Sur quelle base, bon sang, est-ce que personne n'a jamais vu un type perturbé agir? Ces personnes qui sont comme des caméléons, n'est-ce pas, qui s'adaptent selon la situation. Est-ce que personne ne se rend compte qu'il est manipulé? Je ne sais pas, hein? Je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais il doit bien y avoir une solution un peu plus intelligente, non? Les gars sont allés là-bas, ont montré de courtes vidéos, quelques blagues, hein, c'est suffisant. Famille unie et heureuse. La seule question restante, pourquoi ce couple voulait-il récupérer Ellie? Elle allait bien, en sécurité et heureuse avec ses grands-parents. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de besoin réel. Quand on enlève tout ça de l'équation, il ne reste pratiquement rien, à part une réponse incisive, n'est-ce pas? Égo, contrôle, possession, méchanceté. Des gens vides, perdus en eux-mêmes, entraînant un enfant avec eux. Eh bien, mais je veux connaître ton avis sur tout ça. L'espace thérapeutique, avec les commentaires, est là. Merci beaucoup pour ta compagnie, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.